Ben, je vous lis le texte que j'ai écrit pour aujourd'hui. Vous entendez pas, non? Le rouge, bouton rouge. Et là, c'est mieux? D'accord. Donc, c'est un texte qui s'intitule Nous seuls, nous seuls. Il commence par une citation d'un ami photographe qui a fait dernièrement un livre, en 2010, un livre sur Drancy. Et il y a des notes de William Betch, puisqu'il s'agit de William Betch. Et William Betch dit ceci: l'ordre brisé des lettres évoquant la destruction d'un monde. Près d'ici, il y a quelques jours, un corps a brûlé près de la gare. D'abandon, c'est ainsi. Non, rien n'est ainsi. Rien n'est comme et rien ne reste comme. Il y a un mot, nous, un mot qui brûle, nous. Qui a peur de ce mot? Qui reconnaît encore ce mot? Qui a peur de l'autre et qui reconnaît l'autre? Un corps attend une reconnaissance parce qu'il nous laisse d'inconnu, parce qu'il nous laisse là et pas là, au bord de l'inconnu. Je me souviens de mots d'Ingeborg Bachmann, où il y a seul, où il y a seul, où il y a aussi seuil et où il y a nous. Avec mes mains brûlées, j'écris sur la nature du feu. Nous seuls. Et nous seuls. J'approche la parole, je reste encore dans l'arche de la parole. Et il y a ce corps, il y a l'image du corps brûlé, et il y a aussi un mot brûlé. Près d'ici, il y a quelques jours, une langue a brûlé. D'abandon. C'est ainsi, non, rien n'est ainsi, rien n'est comme et rien ne reste comme. Il me reste une langue. J'écris chaque mot à son commencement, sur son versant abrupt, pour qu'il s'essele un instant, pour qu'il reste à l'écoute au bord du monde, à l'écoute des bruits du monde, pour qu'il garde la langue. Secret, source et torrent. Je me souviens de ces mots de Laurent Gaspard dans son essai Approche de la parole. Il y a une parole qui se place d'emblée en l'épaisseur qui s'effrite et s'infonde, versant à vif où la phrase est à même ce qui attaque et brûle les plaques de la mémoire à venir. Parfois, un passant nous avertit. Attention, il ne s'agit pas d'une simple image ou d'un simple mot. Puis, justement, c'est un mot simple, une image ordinaire, lavée d'une respiration. D'une chose du monde à l'autre, la même résurrection et la même mort. La langue brûle encore, dans l'hospitalité et la reconnaissance de l'inconnu. Dans la langue, il y a toujours l'empreinte d'un corps comme une mémoire à venir. La langue brûle encore, même si pour certains, elle est inouïe et d'une étrangeté radicale. La langue fait un bruit inouï pour qui ne veut plus entendre, et pour qui parle sans cesse à tort et à travers la langue, en la bafouant, en l'écartant et pour finir en l'oubliant. Dans la langue, pour reprendre des mots de Pierre Reverdy, j'ai trouvé mon absence. Je trouve mon absence en écrivant ce seul mot, nous, au milieu de plusieurs mots inutiles qui empêchent ma gorge, ma respiration ou ma faim. Nous seuls pouvons trouver nos absences. Nos absences où, et je cite des mots de Rilke, la main qui s'avance vers la main de l'autre est une semelle qui ne va plus que sur le sentiment du toucher et qui entre dans d'autres mains et dans ses pareilles, fait un paysage pérégrine, s'ouvre en elle et les remplit de venues.
Et puis il y a ces mots que vous connaissez de Paul Celan. Je ne vois en principe aucune différence entre un serrement de main et un poème. Et ces autres mots de Carlo Michelstaeter, un jeune philosophe italien, la langue n'existe pas, tu dois la créer. Tu dois créer son mode, tu dois créer chaque chose pour que la vie soit tienne. Il n'y a pas d'adieu dans l'invisible ou dans ce que nous ne voulons plus voir et plus écouter. Il n'y a pas nous seuls, il y a nous seuls. Nous seuls en un seul mot à écrire. Écrire n'est rien. Ce sont des mots de Jean Tardieu. Écrire n'est rien, mais il nous reste à écrire encore. Nous n'avons rien tant à consommer qu'à brûler au bord d'un secret, d'une source et d'un torrent. Nous dépenser, écrire au fond. Voilà, j'avais envie d'écrire ce texte pour aujourd'hui parce que il y a quelques jours j'ai lu comme vous cette histoire de ce corps du SDF qui a brûlé tout près de la gare de Bourgoin-Jallieu et sans instrumentaliser ce qui s'est passé, dit qu'on touche à un corps par abandon, par inattention, on touche aussi à la langue de mille façons, par abandon et par inattention. Et, il y a Viviane Forestière qui a une très belle expression pour dire que elle parle de la violence du calme. Souvent dans le calme il y a beaucoup de violence et la langue est beaucoup violentée. Peut-être qu'une des raisons qui m'ont amené à l'écriture et au livre ensuite, parce que longtemps j'ai écrit sans qu'il y ait des livres, et puis un beau jour j'ai découvert, comme Magali l'a-t-il, comme Ludovic de Groot et nous tous finalement, découvert ce qui se passait dans un livre. Ce qui se passait dans un livre n'est pas loin de ce que je viens de lire. Même si on va parler dans la soirée d'espace du livre, des relations entre le texte, le travail de l'artiste, enfin tout ça est lié à des choses qui se passent en amont, en amont ou qui nous entourent. Alors, on ne va pas parler d'engagement parce que le mot, moi j'ai des origines espagnoles très fortes, et souvent la littérature espagnole, la poésie espagnole, s'est engouffrée dans ce qu'on pourrait dire la poésie ou la littérature engagée, mais sans prendre non plus une attention forte à la langue et au livre. Aujourd'hui, voilà, l'espace du livre me passionne, mais ce n'est pas délié du monde qu'il y a autour du livre. Voilà, j'avais envie de lire ce texte. Le deuxième texte que je vais lire, si vous avez assez de lecture, vous me le dites. J'espère que je ne l'ai pas lu l'an dernier. C'est la fin d'un essai sur le livre d'artiste que j'ai commencé il y a pas mal d'années, 95. Grâce ou à cause la personne qui est à côté, Martine Pringuet, qui m'a demandé de venir parler du livre d'artiste à Aix-en-Provence. Ouais, 95. Et il disait pourquoi non, viens, il va y avoir une table ronde sur le livre d'artiste. Ça serait bien que tu viennes. Et moi j'avais compris, ça serait bien que tu viennes écouter. Donc je m'étais mis dans la position de l'écoute. Et en fait, je devais venir parler. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur le livre d'artiste, parce qu'il fallait bien que je dise quelque chose. Et donc c'est... le début, là, se trouve dans ce tout petit livre, mais qui n'est qu'une petite partie de l'essai, dont, comme vous l'a dit Martine tout à l'heure, ça s'intitule « Le livre, le livre ». Parce que l'expression de livre d'artiste, il y a des tas d'expressions qui tournent. Magali Lati, Ludovic de Groot les connaissent autant que moi. Il y a des tas d'expressions qui tournent autour de ces livres. Et moi, je me suis dit, je vais en ajouter encore une autre. Le livre, le livre. Pourquoi le livre, le livre? Parce que le livre se limite
a une forme très précise. Bon, il peut y avoir des dimensions différentes, mais on a une image du livre qui est relative, dans le mental du livre, qui est relativement arrêtée. Et dans cet espace-là, ce qui est passionnant, c'est qu'il se passe mille choses. Mille choses. Un livre, pour la commodité de la conversation, je vais quand même employer dans un livre d'artiste, mais un livre d'artiste fait avec des artistes pour un écrivain, aucun livre ne ressemble à un autre. Là, moi, j'en ai apporté 2 ou 3. Et il y a ce tout petit livre. Et il y a ce livre-ci. Ça, c'est à l'Atelier des Grammes. Cet autre livre qui est à l'Atelier des Grammes. Là, il y a plusieurs pages. C'est le seul livre de poche que j'ai écrit. Comme je disais tout à l'heure aux élèves au lycée Collège Aragon, j'ai au moins édité un livre de poche. Et toujours chez le même éditeur, à la Télégramme, c'est une seule page. C'est une seule page et le livre s'intitule Vallée. Et celui-ci, qui était édité aux éditions Jean-Pierre Huillet, est un livre avec Christian Jacquard. Et donc, je suis parti, on est tombé d'accord avec Christian Jacquard. Christian Jacquard est quelqu'un qui, entre autres, dans son travail, utilise le feu, les brûlis. Et donc, j'ai écrit pour les brûlis de Christian Jacquard. Et ça, c'est le dernier qui est paru aux éditions Tram. C'est un livre, c'est un très court texte, par fragments. Et il y a 2 gravures de Gérard Truillier. Voilà. Et tout ça m'a amené du coup en faisant, d'abord en les regardant, et les livres de Dupin avec Tapies, par exemple, ou d'André Duboucher avec Tapies, ou bien le livre que m'a fait connaître Martine, le livre de Gérard Massé avec Jean Clareboudt, Pierrot, Vallée de la Mort, qui est un livre extraordinaire. Il y a le regard d'abord porté sur ces livres, et puis ensuite il y a le fait d'avoir écrit pour ces livres avec les artistes, dans la compagnie des artistes. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin de cette... pratiquement sur tous les livres, j'ai besoin de cette présence qu'il y ait un artiste. Et il y a une compagnie extrêmement dynamisante qui... Certains parlent de confrontation, d'autres parlent de dialogue. Je pense que ça tient des deux. Mais voilà, on arrive chacun avec ce que l'on est. Mais aussi, quand on arrive au livre, il faut se dépouiller et se dire on va vivre quelque chose d'autre qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Et on a l'occasion de faire un livre qui... voilà, vous partez à l'inconnu, ça n'existait pas avant. Faites quelque chose d'un livre. Le livre aujourd'hui est quand même relativement maltraité aussi. Il suffit d'aller dans certaines librairies ou des points de vente du livre pour voir à quel point il y a des livres qui ne portent ils ne portent que le nom de livre, parce qu'ensuite l'espace du livre est bafoué. Donc voilà, je vous lis quelques extraits c'est les derniers extraits écrits de cet essai, de 2009 à 2011. Un livre, nommons-le unique, mais il peut être pluriel. Et la possibilité de faire apparaître et découvrir littéralement le temps et l'espace du livre. Le faire disparaître aussi. Lui accorder un temps et un espace d'air comme un espace souterrain. Chaque livre doit toujours rester l'inconnu de tout lecteur. C'est une aventure à la fois intérieure et matérielle, et rien n'y est donné à l'avance. Dans le temps et l'espace du livre, le livre n'a de cesse de s'inventer, de chercher toujours un commencement, de se creuser ici même et autre, de se nommer à nouveau vif. Vous connaissez sans doute cette phrase de Macedonio Fernandez. À un certain moment, un livre n'est qu'une chose,
qui intercepte la lumière. Vers l'inconnu de tout lecteur, il est peut-être une méthode, à tout le moins une tentative d'intercepter la lumière. C'est une partie qui est dédiée à Michel Duport, qui est justement un artiste avec lequel je travaille. Une autre partie qui est dédiée à Joël Frémiot, qui est aussi artiste. Habiter le livre. Le livre est un possible d'inconnu, un possible d'infini dans ses limites mêmes. Même fermé, le livre n'est jamais fermé. Ouvrant le livre, nous restons dans l'obscur. Dans le livre, nous sommes seuls, non seuls. Dans la confrontation et dans le dialogue, écrivain, artiste, éditeur, lecteur, on pourrait ajouter aussi typographe. Dans la parole, qu'avions d'entendre dans nos voix la muette origine de la parole. Dans le livre, une fois encore, la lumière si proche me montre d'abord ses limites. Et c'est là, entre espace et temps, entre instantanéité, immédiateté et durée, que les caractères, les corps, les mots, les lignes, les interlignes, les blancs, les couleurs, les matières, l'odeur, le silence qui se fait. C'est là que le silence se fait peut-être simplement visible, à partir de notre pauvreté, à partir de nos yeux et de nos mains, déplacés et renversés. Le livre n'est jamais vraiment fermé. Il sait se tenir dans ses limites, mais insaisissable dans ses limites. Il garde son temps et son espace, mais dans tous ses sens. Le livre est pauvre parce qu'il est ouvert d'inconnu, d'infini, littéralement infini. Se tenant dans ses limites, il se tient aussi sur ses manques. En 1983, dans une revue, il avait publié un texte dans la revue Anima, et dans ce texte, je posais une question. Je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait avoir comme prolongement dans mon travail. J'avais écrit « Le livre pauvre encore, comment l'imaginer ?» Le livre garde son temps et son espace et reprend inlassablement ses questions. Quand est le livre et où est le livre? Son instantanéité, son immédiateté ne ferme ni son temps ni son espace, insaisissable aussi dans ses limites. Avec les yeux, avec les mains qui le reprennent, qui le tournent, qui l'ouvrent, qui le traversent, qui le creusent, qui le ferment, le livre porte irréversiblement sa lumière à son obscur. Ici, là, pas là, comment restons-nous pour partager et confronter la lumière à l'obscur? Comment disons-nous adieu irréversiblement au livre? Il n'y a peut-être pas d'adieu. Tourner la page, car il nous faut tourner la page, c'est ouvrir et c'est fermer aussi le livre sur sa lumière. Et ça, c'est parfois insupportable. Le livre est inachevé. Nous reprenons son nom. Le livre, mais il n'est jamais le même. C'est insupportable, non? Un objet, ici, là, pas là, inachevé. Le livre est peut-être une prière nue, d'emblée, un recueillement instantané, immédiat de temps et d'espace. Soudainement, nous venons à la lumière du livre. Et la lumière du livre manque terriblement de caractère, de corps, de mots, de lignes, d'interlignes, de blanc, de couleurs, de matière, d'odeur, de silence. La lumière du livre perd son nom, mais le livre se creuse, le livre continue à se creuser, le livre. Dans notre limitation, dans notre pauvreté, notre peu d'être là, peut-il encore exister un livre autre? Ne nous retournons pas nous-mêmes, ne nous retournons pas l'un contre l'autre si partagés dans le partage, écrivain, artiste, éditeur, typographe, lecteur. Dans cette énergie qui fait silence à la lettre, aux limites mêmes, nous ne pouvons avoir qu'une connaissance insupportable de la lumière. Dans le livre que nous creusons,
nous finissons par ne plus nous situer. Nous nous abandonnons à nos limites mêmes, aux limites mêmes du livre, sur le chemin d'un étoilement, sur le chemin d'un commencement, peut-être, comme dit Paul Celan, sur le chemin d'un toit. Est-ce toi face à ce qui peut se perdre soudainement? Le livre est tension et nous tentons d'intercepter, soudain dessaisi, de saisir la lumière. Et nous finissons peut-être habités et brûlés d'inconnu. Le livre s'infinit toujours. Il est question de lumière. Le livre, le livre. Alors, je vous lirai un dernier texte, mais si vous voulez qu'on échange un petit peu. Enfin, c'est ce que j'allais dire, tu enlèves. Oui, parce que peut-être on sera amené à dire des choses que vous allez. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, moi je veux bien ça, mais. Ça risque de redoubler. Donc je vais lire un dernier texte. C'est pour un livre d'artiste qui se prépare. Et c'est sur un écrivain que j'aime beaucoup. Je ne suis pas le seul à aimer cet écrivain, mais c'est un écrivain qui me touche beaucoup. Cet écrivain est Marina Tsvetaeva, la poète russe Marina Tsvetaeva. Le texte s'intitule Vive, vive. Et c'est un texte qui est il y a 10 moments dans le texte. Et il est dédié, au-delà, en traversant le temps, il est dédié à Marina Tsvetaeva et à une amie poète espagnole, il s'appelle Olvido García Valdés. Et j'aime bien de temps en temps ouvrir mes livres avec des mots d'autres écrivains. Donc, et là, dans ce cas-là, dans ce livre-ci, de fermer aussi, avec des mots d'autres écrivains. Donc voici les 3 mots là que j'ai mis au début de Vive. Gorge gelée et cielée de la source. Marina Tsvetaeva. La menace pesante de jour qui ne viendrait pas. Yves Ravet. Et de nouveau Marina Tsvetaeva, mais il est encore une joie. Elle garde la brûlure vive d'un chemin vers une maison, vers un horizon qui s'absente. Elle garde encore un chant en retombée de sa voix. Elle garde dans ses pas l'ombre d'un corps nomade jamais délié de la terre. Ses yeux, ses mains, son corps se nomment à peine jusqu'à El Abouga. Elle ne laisse jamais d'ombre dedans la terre. Un mot encore. Elle tombe dans tomber. Elle dit tomber dans tomber. Sans avoir de ciel à terre, portant l'oubli et le vif et le feu. Le mot source gardé sur son épaule, elle commence vive de tout commencement, elle ne laisse jamais d'ombre dedans la terre. L'ombre est debout, extrême limite, elle tombe dans tomber. L'ombre n'a pas de lieu, pas de feu. La lumière scelle l'ombre vive. Sous l'orage, elle reprend ses pas. Elle reprend encore un moment à la lumière. Elle marche en dévisageant le noir, sans l'écarter. Elle lui fait face et s'éloigne. Elle tombe, pas dans l'oubli. Elle ne tombe pas dans l'oubli. L'oubli même reste un pas, et elle passe les limites de l'oubli. L'oubli est le repentir d'une nuit laissée en elle. Elle regagne chaque lieu, chaque feu traversé dans l'oubli, jusqu'à El Abouga. Enfin, la nuit, elle passe la nuit, nue,
juste avant. Est-ce qu'il y a un silence avant le lieu et avant le feu? Elle ne ferme jamais le silence, ni le lieu, ni le feu avant de partir. Elle prend le froid à la gorge et elle passe la nuit. Elle marche sur ses mots nus, pieds nus, corps nus de nuit, mains nues, yeux nus sous l'éclair. Elle ne perd jamais peine ni refus, ce lieu, ce feu, traversé qui vive vers le silence d'une maison. Elle est là, pas dans le silence d'une maison perdue. Elle fait déjà corps avec des jours qui ne viendraient pas. Le souvenir est déjà soudain dans le pas, l'oubli à nu et à vif. Elle marche nuit et jour, et nuit, elle traverse le jour, elle traverse la nuit avec le poids du silence, veillant jusqu'au bout le dernier mot. Plus tard, il neige. Son nom neige. Elle prend le dernier mot d'une gorge gelée à la source. Elle marche. Son ombre est la reconnaissance de la neige, de nuit comme de jour. Elle emboîte le pas de l'absence, elle ne quitte ni le noir, ni l'ombre, ni la neige. Ce qu'elle perd. Elle marche dans l'absolu silence où vient sa vie. Le silence garde le pot dans un mot, garde le pas dans un mot à présent, invisible. Il n'y a pas d'heure à la nuit, au jour, excepté le dehors. Un mot serre encore la gorge, tombant à son insu dans le silence. Dehors, la pluie aussi, la neige aussi, sont une lueur dans la nuit et dans le jour. La pluie neigeuse est la mémoire d'un torrent. Elle marche déjà comme sous terre, et la mort n'est jamais comme. Comme au mot le silence, comme le silence au mot. Il n'y a pas comme dans l'instant même, vie et mort. Le dernier mot est à vide. Rien n'est dû à une vie, à une mort que ce chemin. Elle se sépare du chemin, il n'y a rien, et il faut arracher le dernier mot. Impossible. Il n'y a pas de trace de l'oubli dans la gorge ou hors la gorge. L'oubli est un mot oublié dans la gorge et hors la gorge. Ce qui survient soudain dans la gorge et hors la gorge, dans le silence de l'instant même. Elle se sépare du chemin, elle marche dans le dernier mot, elle demande le secret, elle marche déjà comme sous terre. Le dernier mot, où le silence résonne, source insaisissable, inouïe, déjà torrent. Le mot torrent n'est pas comme, pas de ciel. Et les trois phrases qui terminent le livre, silence parce qu'inouï et qui ne se tait pas, Pascal Quignard. Trembler comme le souffle tremble, Bernard Wagaftig. La mort n'est jamais comme, Claude Bert. Voilà, donc c'est le texte d'un prochain livre d'artiste. Voilà. Merci. Donc, je vous propose, on fera un échange après avoir entendu nos trois invités. Et peut-être, Ludovic, tu Ouais, tu viens de ce côté. tu viens de ce côté. On va faire un petit jeu de...
petit mouvement de scène. En fait, tu ne voulais pas me dire de partir. Non, c'est pas. Tu n'aimes pas ce que tu parles, Alors. tiens, ce que tu restes pas là. Je te chipe le micro, Dominique. Je t'en prie. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, Ludovic a tenté l'édition, tu as arrêté. Sauf pour certains projets qui sont des livres singuliers. J'aime bien ce terme parce que Jean-Gabriel nous explique qu'on a beaucoup de mal à donner un nom pour nommer ces livres-là si particuliers. Et un ami éditeur très très important dans l'édition, Jean-Pierre Saint-Yves, a baptisé ces livres-là, on dit livres d'artistes, les livres singuliers. Et je trouve que c'est un très joli terme, les livres singuliers au pluriel. On les décline en principe en au moins 2 exemplaires. Donc dans ton travail d'éditeur, tu as donc publié une douzaine de livres. Tu t'es heurté au problème de l'impression, de la distribution, et aussi la question la plus difficile qui est la question de la conception d'un livre. Certainement. Un éditeur, un des plus grands éditeurs de livres illustrés de la fin du XIXe siècle, Ambroise Vollard, a dit qu'il était plus difficile de concevoir un livre que de concevoir une ville. On pourra poser la question, mais quand j'en ai parlé à Magali sous les arbres du jardin, elle m'a dit que... Ah, pour moi, c'était un plaisir de Voilà. faire ça. Donc c'est pas du tout Ouais. aussi complexe et lourd que Ambroise Vollard peut Non, laisser non, penser. non. Comme c'est quelque chose qui se place un petit peu en vis-à-vis de mon travail plastique, qui fait partie de mon travail plastique, mais quand même en vis-à-vis, c'est pas réellement mon travail plastique. Donc chaque fois que je plonge dans l'espace du livre d'artiste, ça me fait un petit peu une parenthèse et un espace qui s'adapte bien en fait quand j'ai pas l'énergie de travailler pour mon travail. Ça me permet de travailler quand même pour mon travail, quelque part, parce que c'est mon travail aussi. Mais c'est un espace assez léger et j'aime beaucoup construire ces choses-là, mettre en place du texte, essayer de trouver une respiration entre le vide de la page, le poids que peuvent prendre les mots à l'intérieur de ce blanc et laisser surgir la forme plastique ensuite par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi et il y a une grande respiration entre le travail dans les livres et le déroulement le cheminement de mon travail plastique aussi. Je vous dirai ça tout à l'heure un peu plus Voilà, donc, précisément. Un livre ne se conçoit pas dans la souffrance. Non, pas forcément. Ouais. Alors ensemble, Mais oui, la vas-y. différence, c'est que Ambroise Vollard était éditeur, et il parlait en tant qu'éditeur, il n'était pas plasticien, T'as raison, il n'était pas écrivain. Magali, elle parle du plaisir qu'elle a comme plasticienne à entrer Voilà, dans l'espace c'est ça, du livre. ouais, c'est sûr. C'est peut-être ça Oui, aussi peut-être, qui en fait effet. la Ouais. différence. Alors toi, en tant qu'éditeur, D'abord, c'est très modeste comme, Oui. comme expérience. Puisque j'ai fait une douzaine, je crois, une douzaine de livres. C'était un petit format, un petit tirage. Mais je ne les faisais pas. En fait, quand je les éditais, c'est-à-dire que je faisais le chèque, en gros. ah, mais tu les concevais aussi. Un petit peu. Mais non. Alors, c'était un peu particulier parce qu'en fait, j'avais prédéfini un format et un nombre de pages. Et alors, j'envoyais un nombre de pages vierges, le nombre de pages vierges correspondant à l'auteur, en lui demandant de manuscrire le texte là-dessus. Et j'envoyais le même nombre de pages avec les réserves où le texte était écrit ensuite au plasticien pour qu'il intervienne, ou certains l'ont fait d'ailleurs eux-mêmes ensemble. Et ensuite, j'ai porté ça chez un sérigraphe qui faisait la partie technique, si bien que moi, mon travail, ou disons mon statut d'éditeur, consistait à réunir, Ton rôle mon d'éditeur. rôle d'éditeur consistait à réunir
un écrivain et un artiste. Ce qui est déjà assez intéressant. Oui, ça me plaisait, oui, ça me plaisait bien. Provoquer les rencontres. Voilà, mais je ne participais pas du tout à la fabrication du livre parce que je n'avais pas le matériel et que je suis fichu de le faire, j'aurais été fichu de le faire. Je participais, donc je pouvais éventuellement donner mon avis à la conception, pour la conception, mais après je ne faisais que délimiter des questions j'avais prédélimité de la forme, le tirage, etc. Pour l'aspect commercial, c'est évidemment un problème crucial, puisque les livres ayant un coût et un coût élevé de fabrication, il s'agit de les vendre. Et là, je peux dire que j'étais absolument mauvais. Donc, je me retrouvais avec les livres faits qui venaient de chez le sérigraphe et je ne savais pas qu'en faire. Et donc, tant bien que mal, en envoyant des avis de parution, un peu par le bouche à oreille, j'ai réussi, et puis aussi grâce à une personne qui m'a aidé sous la forme d'une espèce de mécénat, j'ai réussi, c'est comme ça que j'ai réussi à en faire une douzaine. Mais c'était une expérience en fait qui était née de la difficulté que j'avais à me faire publier. Et je voulais comprendre pourquoi est-ce que j'avais du mal, qu'est-ce qui faisait que c'était difficile d'accéder au livre. Donc je voulais voir ce que ça faisait. L'ami avec lequel j'ai initié ce projet, enfin la création de cette maison d'édition, lui était plutôt partisan que nous fassions une revue. Et moi, la revue, j'en voyais beaucoup de difficultés. J'avais l'impression que ce serait plus simple de faire de l'édition. En fait, non, c'était pas plus simple. Donc, grâce à ce mécénat, et malgré mon incapacité à vendre ces livres, voilà, j'ai pu en faire quand même une douzaine. Et puis, l'histoire s'est arrêtée. J'avais absolument aucune ambition là-dedans, je le dis. C'était uniquement une forme de curiosité. Et puis, quand même, le goût, en fait, de relier l'écriture de la poésie et le travail d'un artiste. Mais ça m'intéressait autant de le faire avec d'autres que ça m'intéressait déjà de le faire pour moi. Et puis tu es revenu donc à certaines occasions. Alors, à certaines occasions, on est revenu, puisque alors là, ça nous concerne tous les deux, Oui, on a réemployé, mais Magali va le faire mieux que moi, on a réemployé le nom de cette petite maison d'édition, notamment oui. pour Ici je passe ailleurs. Donc vous avez conçu ensemble 4 livres. Oui. C'est un 4e en projet ou un 5e en projet? Avec la maison d'édition L2, il y en a 2 en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oh, je ne sais pas, on va s'arrêter là, ça va bien avec L2. Il y en a 2, et sinon on en a conçu un autre avec les éditions L'Attentive, qui est là, et c'est celui qui est projeté là. C'est celui qui passe actuellement, donc il est dans ce format. Donc c'est une collection à la main, c'est-à-dire que l'écrivain vient mettre son texte, donc il a été tiré en, je ne sais plus, une vingtaine d'exemplaires. Donc 20 fois Ludovic a écrit son texte. Et moi, j'ai réalisé sur toutes les pages 20 livres qui sont totalement différents les uns des autres, en fait, puisque c'est des originaux, quoi. Voilà. Oui, dans chacun des livres, ton travail est original. Voilà, donc c'est différent dans chacun des 20 différent. exemplaires. Parce qu'il y a des plasticiens. Moi, j'avais fait un livre avec une amie plasticienne dont on a l'impression que son travail est extrêmement gestuel et très coloré. Eh bien, tous les exemplaires sont absolument identiques. Et pourtant, c'est fait à la main. Et en fait, elle avait fait des espèces de gabarits. Et elle a fait. Tandis que toi, c'est absolument pas ça. Toi, au contraire, c'est une aventure nouvelle. Je suis incapable de reproduire un dessin, puisque mon travail plastique, la forme créée se monte, apparaît dans le temps du faire, dans le temps passé à faire et dans le faire. Donc, je pourrais avoir. Si je voulais vraiment reproduire un dessin, c'est complètement impossible, quoi. Hein, donc, ce sont toujours des originaux, en fait. Voilà. Donc c'est la notion du similaire mais non identique. Voilà, c'est pas, ils ne sont jamais identiques. Alors, comment oui, Non,
Ah ben, je vais en lire deux, Oui, deux voilà, peut-être. ce qu'on vous propose, c'est peut-être déjà, dans un premier temps, de découvrir les textes de Ludovic qui sont dans les livres que vous avez conçus ensemble. Et puis ensuite, Magali vous parlera de son travail plastique. Peut-être en montrant aussi des images de ta dernière exposition pour que tout le monde ressente bien ton travail. Tu veux lire lesquels tous, les 4 Les 4 ou au C'est moins. court, hein, c'est des petits textes, c'est des textes courts. Alors, je vais commencer par celui qui est projeté, qui s'intitule Le reste du temps. C'est le premier qu'on a fait ensemble. Tu veux parler de la façon dont on a fait ou tu veux Non, faire après? vas-y, je parlerai après. Alors, Le reste du temps. Ici, le temps frappe la langue, et les mots comme haché, hachis, viande, muscle, mâchoire, ils attendent le reste du temps. Tenir jusqu'à ce qui aurait pu ne pas être, jusqu'à juste avant disparaître. Ce qui sépare continue. La main, sous sa poussée lente, avale nos bouches. Délie la tête de l'œil, découpe le silence, prend le blanc et le vide ailleurs. Et le monde sans arrêt noué au bord du monde déborde de son bord, met du centre partout. La page qui est là. En découdre avec soi. Alors en fait, excusez-moi, je m'arrête dans ma lecture, c'est parce que je m'étais débrouillé pour qu'on puisse lire verticalement ou horizontalement. Vous voyez? Oui. Mais là, je vais le lire verticalement, parce que c'est comme ça. En découdre avec soi, nous allons par les trous, tandis que le corps de l'ouvrage rapièce les ventres. Cela pourrait nous emporter ailleurs, trouver le corps qui se montre dans le silence. Si vous voulez, je vais le lire maintenant inversement, juste pour vous montrer. En découdre avec soi, cela pourrait nous emporter ailleurs. Nous allons par les trous trouver le corps, tandis que le corps de l'ouvrage qui se montre rapièce les ventres dans le silence. Le temps va à la ligne, mot mobile dans l'épaisseur du blanc. Ce qui reste, temps qui s'écrase, relief de la main, œil du bas, seul, intérieur. J'ai juste une question. Le texte, tu l'avais écrit? Alors, le texte, je l'ai écrit. Ensuite, alors, tu veux en parler tout de suite ou non? Oui, alors donc moi je trouve que ce qui est très bien avec Ludovic, donc j'ai fait des livres d'artistes avec avec quelques écrivains. Donc souvent il y a une mode de livres d'artistes aussi où certains éditeurs proposent un texte à l'artiste qui n'a rien à voir. C'est un peu du copier-coller, vous voyez. Je sais pas si vous en pensez. Parfois c'est comme ça, voilà. Donc ça, moi, ça me fait très peur parce que pour des problèmes de temps aussi, parce que moi je passe énormément de temps à dessiner, c'est un travail très lent, et donc ça m'ennuie énormément. L'écrivain se fait un copier-coller, donne 3 lignes, et puis derrière on se tape le travail qui fait le livre en fait, quoi. Et donc avec Ludovic, ce qui est très très bien, c'est qu'on se laisse vraiment, c'est vraiment un objet créé à 2, et voire même à 3, lorsque l'éditeur participe aussi au format, au nombre de pages, etc. Donc avec Ludovic, tout en restant dans son écriture, il va se décaler vers mon travail, et moi, tout en restant dans mon travail, je vais me décaler vers son écriture. On se laisse vraiment, on se donne vraiment la présence qu'il faut pour concevoir l'espace du livre vraiment à 2, que ce soit une création commune. Donc pour ce livre-là, par exemple, je ne sais plus, tu as écrit d'abord, donc il connaît mon travail plastique, donc il a écrit avec des notions
très ouverte par rapport à mon travail, en regardant mon travail en fait. Et puis tu m'avais demandé de laisser en Le priorité centre, la partie centrale de la page au dessin. C'est pour ça que mon texte, enfin, je vais vous le montrer vous pourrez venir les voir de après loin, les mais feuilleter, hein. vous voyez mon texte, voilà, là il n'y a pas beaucoup de mots, mais en tout cas il n'est pas au milieu, il n'est pas au centre. Et là, par exemple, voilà, il est dans les coins. Comme ça laissait en fait toute la partie où d'habitude il y a le texte, ça le laissait au dessin. Donc on s'était mis d'accord sur un travail, enfin une exploitation de l'espace en quelque sorte. Il n'y avait que la dernière page, que je vous montre comme ça, où j'avais écrit verticalement comme pour bloquer le dessin. Hein, donc on s'était mis d'accord sur la répartition de l'espace, en quelque sorte, l'exploitation de l'espace. Et voilà, et moi après j'ai créé un texte qui soit dans, enfin ce que tu disais, que soit à la fois dans mon travail et en même temps qui pense à ce que fait Magali. Donc ça donnait, enfin voilà, un livre vraiment c'est très vraiment très... un dialogue, c'est vraiment ouais, un objet à deux en fait. Et donc pour le suivant, pour celui-ci, ça se passait un peu différemment. Donc c'est un lieu qui s'appelle Ici je passe ailleurs. Donc effectivement, ici je passe ailleurs, comme ça. Et donc là, c'est moi qui me suis permis dans un texte de Ludovic, qui n'avait pas été encore publié, je pense, de sélectionner, moi, quelques passages qui faisaient écho à mon propre travail plastique. Voilà. Et donc j'ai fait la mise en page, la maquette de ce livre. Et donc voilà, l'intervention s'est faite après. Et donc quand je le vois, je pense à quelque chose de très précis par rapport à mon travail, c'est qu'il y a chaque fois une respiration entre le travail dans le livre et le cheminement de mon travail plastique. C'est-à-dire dans le livre, le reste du temps, donc c'est une période où je découpais. Donc vous voyez, je travaille beaucoup, la matière du papier devient dessin réellement, quoi. Et donc je travaille sur l'air, sur le vide, cette respiration qui est un petit peu aussi qu'on retrouve beaucoup dans la pensée asiatique. Hein. Le vide est une matière qui devient une matière, ce n'est plus un vide. Hein. C'est une matière dans laquelle va se faire, dans laquelle et par laquelle va se faire la création. Mon travail parle beaucoup de cette notion-là, de cette respiration-là. Et c'est une époque où je découpais, mais les dessins que je présentais étaient présentés comme ça. C'est-à-dire il y avait un papier derrière. Donc la découpe m'intéressait parce que ça faisait des blancs différents, différentes matières, mais ça restait, c'était pas ajouré, si vous voulez. Et d'un coup, on a fait ce livre ensemble, et je me suis retrouvée à devoir penser donc par le recto verso des pages. À un moment donné, quand j'ai attaqué la première page, la seconde page était déjà vivante, mais la troisième aussi, parce que la seconde et la troisième allaient ensemble, mais du coup la quatrième aussi, etc. Donc quand j'ai attaqué la première page, c'est comme si je devais penser directement à la dernière page en fait. Parce que il y avait une contamination d'une page à l'autre. Et si vous voulez, c'est cette idée de recto verso, qu'un dessin puisse se voir sur les deux faces d'un papier, m'a fait basculer vers un travail que vous verrez tout à l'heure qui s'appelle les grands verticales. C'est donc sur du papier arche, un travail de découpe, mais c'est des formats qui mesurent 2 mètres du sol au plafond, et donc qui deviennent presque sculptures, parce que les deux côtés du papier sont visibles, vivent. Donc à un moment donné, le travail dans le livre me permet, moi, après, de rebondir. Je peux me lâcher, en fait, dans cet espace, parce qu'en plus, on tire les pages j'ai droit au ratage un petit peu, parce qu'il y a des pages qui peuvent partir à la poubelle, en fait, hein, qui sont tirées, qui sont un peu en double. Donc je peux vraiment me laisser aller et découvrir aussi des choses qui vont donner la suite de mon travail. Et celui-là a été fait donc suite à ces grands formats dans l'espace, et j'ai imaginé ce format debout. C'est un livre debout pour moi, parce qu'il me renvoie justement aussi à ces dessins debout, et qui sont la présence d'un corps debout pour moi. Je travaille beaucoup en vertical, donc pour moi c'est vraiment la présence du corps humain, les pieds sur terre et la tête, voilà, droit dans son squelette, quoi, voilà.
Donc voilà, il y a vraiment un va-et-vient entre le travail et le travail dans le livre, en fait. Donc c'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu d'expérimentation, un peu, oui. Mais pas vraiment, parce que je ne le prends pas comme ça. Voilà, pas seulement. C'est un lieu de détente aussi. Enfin, je sais pas, ça comble aussi les espaces. Là, je sors d'une grosse exposition. Et donc, on en a en cours avec Ludovic. Là, il y a un exemplaire qui est en train de se faire, là, qui n'est pas fini. Et je sais que moi, le travail va rentrer à la maison lundi matin. Et je ne vais pas avoir l'énergie de me remettre directement au travail, dans l'atelier, tout ça. Donc, de faire ce livre va me permettre, comme je disais tout à l'heure, de réinvestir l'atelier, de me mettre au travail dans un espace un petit peu en vis-à-vis de mon travail, qui va me faire repartir sur le désir de travailler, en fait. Et ça va être... Vas-y. Ah, mais je t'en prie. Mais vous expliquez bien que dès que vous touchez au livre, on y arrive par plaisir, on arrive parce qu'il y a une détente dans le travail, mais automatiquement, vous l'expliquez bien pour le deuxième livre. Dès qu'on, ou pour le premier, je ne sais plus. Dès qu'on touche, non, c'était pour le premier. Dès qu'on touche à une page du livre, automatiquement, ça enchaîne beaucoup de... Sur celui-là, parce qu'il y a un dessin sur toutes les pages aussi, celui-là. Celui-là, il était très long de réalisation, parce que, bon, souvent dans les livres d'artistes, on intervient sur une page ou deux. Là, c'est vraiment un cheminement sur toutes les pages, donc c'est ça qui... Et puis avec des découpes. Avec les découpes impliquant forcément par le jeu de l'ajour, forcément, c'est ça en fait qui fait que tu es entraîné dans un mouvement que tu crées qui t'échappe à la fois, qui t'entraîne. C'est un livre, enfin, c'est un lieu qui est fermé, qui est limité, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est un mot qu'aime bien Ludovic de Gaulle, je pense, il y a extrêmement de mobilité, il y a extrêmement de tension. Oui. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé au tout début de l'intervention, c'est que c'est une respiration dans mon travail, mais finalement c'est un travail. Oui, c'est un travail, ça fait partie de mon travail. Oui. Et dès que le livre nous prend, il ne nous lâche plus, on peut pas, on y arrive comme écrivain, on y arrive comme artiste, mais on est bien obligé, en traversant, en passant dans cet espace du livre, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas, comme si on ne touchait pas, comme si on est... Il y a la matière, hein, il y a la matière, il y a le fer qui nous retient. Et alors, je vais vous lire celui-là qui est donc en cours. Là, c'est plus qu'une maquette, c'est un premier exemplaire ou un exemplaire d'essai. Et puis tu parleras après comment... Oui. Hein et ça s'intitule Couler, couler et eux. Sans orifice, le corps du temps s'écoule à plat. J'attends le monde, et si le monde vient, je le vois. Mes yeux, mes mains, mon ventre, tout, je lève tout ce que je peux lever, comme si je sortais de moi-même, dans un corps qui se montre et converge. Je dis que le présent est là, avant qu'après se close et se plie ce peu de bouche à l'intérieur de la vie défaite. Donc voilà ce qu'il en est pour le texte et je te laisse... Oui, donc couler parce que j'avais travaillé dans des carnets, il y en a un qui est par là, je vais vous déplier tout à l'heure. J'avais travaillé dans des carnets pour... non, c'est pas celui-là, c'est un autre là. Et pour ce style de dessin-là, j'avais vraiment envie de faire des choses qui coulent justement dans l'espace, qui partent jusqu'au sol. Et j'ai fait toute une série de dessins là que vous verrez tout à l'heure sur le diaporama, qui s'appelle Corps. C'est du dessin sur du papier comme du calque, c'est du film polyester. Et effectivement, ils sont installés du sol, ils font ma dimension à peu près, ils sont installés du sol, ils partent du sol contre le mur, en fait, décollés du mur légèrement. Et donc j'ai fait ce livre en pensant à ces dessins, parce que j'étais arrivée à faire des coulées dans ces dessins, et j'étais pas arrivée à faire des coulées dans ces carnets que vous verrez aussi tout à l'heure. Et je me suis retrouvée avec ces carnets, mais le dessin tenait horizontalement. Je les ai dessinés horizontalement. Alors que mon désir, c'était de les faire verticalement
ils se sont retrouvés horizontalement. Et donc je me suis demandé est-ce que ça peut couler horizontalement aussi. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Ça stagne. Et donc quand Ludovic m'a dit on refait un livre, pour moi c'était évident que c'est cette coulée-là que j'avais envie d'exploiter dans le travail. Donc du coup il a écrit un texte en pensant à ce format-là qui allait se déplier en vertical. Et la mise en page, donc il a proposé une mise en page. Et donc moi j'en ai proposé 2 autres aussi, donc je me suis permis de décaler son texte. Donc c'est voilà. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis très peu, quasiment, il y a très peu de mots. Je savais donc que ce serait sous forme de dépliant, qu'il y aura un certain espace. Donc j'ai réduit le texte au maximum. Alors dans la façon dont je te l'avais proposé, Ouais. en fait, il faisait une espèce de coulée, non pas parfaitement verticale, mais sinueuse. Hein. Et Ouais. enfin bon, Mais visiblement, bon, tu as plusieurs ils vont projets. être tirés, Voilà. ils sont tirés comme ça aussi, parce qu'il y a 20 et quelques exemplaires, j'en ai tiré par exemple 5 ou 6 avec cette mise en page, 5 Donc, ou 6 centré. avec une mise en page différente, et 5 ou 6 avec une mise en page comme ça. Voilà. Donc moi ça va m'obliger aussi à intervenir de manière différente suivant la place des mots et la place... Donc ça va être là encore un livre d'artiste encore plus compliqué, parce qu'il va y avoir dans le même livre 3 mises en page différentes, dont dans chaque mise en page une phrase qui change. En plus, voilà, il y a une phrase qui n'est pas la même suivant. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui. On se crée des. Voilà, et puis moi je voulais que le texte, en quelque sorte, prenne des virages. À mesure qu'on le lit, qu'on ne sache pas bien, enfin bien sûr il y a une continuité dans le texte, mais en même temps qu'il puisse prendre des valeurs ou même des possibilités de lecture, parce que c'est un texte que j'ai écrit vraiment en pensant à 2 options complètement différentes, enfin même 3, et donc il y a une multiplicité de lectures aussi du texte, soit en tournant les pages, soit en le déroulant, soit en le découlant en quelque sorte, et puis voilà. Ce qui est intéressant là, c'est que le format, la technique, c'est le leporello. Et en général, le leporello, ils ont tout. Ah ouais. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est un C'est leporello vertical. mais vertical. Ah oui, parce que mon travail est vertical. L'essentiel de mon travail se place en vertical. Celui-ci Donc- là, est typographié. Alors celui-là, on a pris l'option de faire imprimer, donc il va y avoir une couverture rigide. Oui, il va être Le comme 1, et après il va y avoir un étui pour le tenir. Et on a pris l'option là aussi parce qu'on le finance à 2, enfin on fait On n'a moite-moite, pas d'éditeur, on n'a pas que d'éditeur. nous-mêmes. Donc on fait imprimer chez l'imprimeur la couverture, on fait faire les étuis, et l'écrit même je l'ai imprimé à la maison avec une imprimante A3, c'est moi qui ai fait la mise en page et les tirages en fait. Donc, j'ai coupé mes formats de papier, et j'ai pris mon imprimante et puis voilà. Oui, parce que tu as aussi un matériel, Voilà. qui te, Ouais, voilà, t'as un matériel qui te permet de Une faire ça. imprimante qui puisse passer du papier d'une longueur. Et du papier Voilà. arche. Ouais, Ou de... Voilà. Donc vous nous parlez de celui-là. Ici, je passe ailleurs. Celui-là, tu Mais l'as lu? celui-là, elle en a un peu parlé. Tu l'as pas lu, pardon. Ah, Tu je l'as l'ai pas lu. Tu l'as pas lu. Ça, c'est vrai, Ouais, tu l'as lu depuis oh, le c'est début. pas très grave. Si. C'est prévu. Donc c'est un extrait. Non, non. Ici, je passe ailleurs. Voilà. Je peux parce qu'il se lit en fait. Attends. Bah, dis-moi comment c'est. Même tu peux le lire. Si tu veux. Il se passe comme ça. D'accord. Et tu commences à le lire là, puis là, et après tu. Eh ben, surtout, tu C'est me- son Tu écriture. me dis si je me trompe pas. Je regarde les effondrements. Je crois que je suis seul à les voir. Nous allons ainsi chacun à son bord. Nous n'allons pas plus loin. Ce doit être une question de vertige. Tout cela semble si défait. J'aime ce qui n'a l'air de rien et se donne d'évidence. On ne demande rien à personne. On est là comme dans une vie toute simple. Simplement défaite
de cette façon de pas grand-chose qui fait qu'on essaye de faire se tenir ensemble ce qui ne va pas d'évidence. Ici, je passe ailleurs, le temps d'attendre ce qui vient. Et si rien ne vient, je passe ailleurs, le temps d'attendre. Je regarde l'espace qui n'est plus le même. Je crois bien que c'est ça. Je regarde l'espace. Non, ça c'est pas. Ah non, c'est ça, pas lui. c'est la Mais couture c'est du bon, blanc. il a tout. Non, la couture du blanc. Alors, je vais le lire et puis Magali vous en parlera comme ensuite elle va parler de son travail, ça fera la Oui, oui, transition. La couture du blanc. Alors, la couture du blanc, ce titre était, et comme le texte d'ailleurs, était, comme on l'a dit tout à l'heure, mais presque explicitement écrit en pensant au travail de Magali. Prendre tout l'espace pour respirer, enduire le monde. Toucher ta peau se touche des deux côtés, la couture du blanc. Parole à demi muette, elle attend son muscle. Hors de tout bord, hors de tout centre. Dans la hachure du temps, chacun se continue et passe à son squelette. Ici, c'est ta peau, cousue au monde. Moment de peau, moment de monde, mobile à l'articulation des blancs, ils vont au bord de ceux qui les montrent. En attendant de prendre corps, toi, tu circulerais dedans, l'œil décroché de son clou. Donc ça c'est un petit livre, c'est pas franchement un livre d'artiste. On peut appeler, je sais pas comment on peut appeler ça en fait. Quoi. C'est un livre singulier. C'est en fait la galerie Remarque qui se trouvait, qui n'existe plus maintenant, à côté de Draguignan, à Trans-en-Provence, qui chaque fois, qui était tenue par Jean-Pierre Saint-Yves, qui avait les éditions 1 avant. Donc chaque fois qu'il faisait une exposition, il invitait un écrivain pour faire une lecture, donc écriture et art plastique étaient vraiment mêlés dans un même espace. Et pour garder trace, du moins de cette rencontre, il a publié ça à chaque fois, un poème original et une œuvre originale, donc c'est fait à 30 exemplaires, donc là toujours pareil, c'est que des originaux à l'intérieur. Hein. Voilà. Ce qui était extraordinaire, c'est la façon très simple dont le livre était conçu. Oh, c'est très fait, c'est une c'est page. C'était toujours comme ça. Il y en a un autre là, regarde. Non, Il y pardon, en a un autre on avec. peut juste pour le Ah oui, réaliser. d'accord. C'était Ouais, c'est une page c'était pliée une en fait. page, donc, La je moitié sais d'un plus comment format. ça s'appelle, c'est un format, c'est quoi, Jésus? Non, ça doit être format raisin carrément. Non un format raisin coupé en deux, plié. Jésus, c'est plus grand. Raisin. Donc le livre était imprimé et Donc, titre, et après c'est un jeu de pliage et puis la justification, qu'on appelle le colophon. le colophon. Non, Bon, je c'est crois qu'on... Ah oui, pardon, oui, bien sûr. C'est les rabats. Voilà. Donc, qu'est-ce que je lis un peu dans l'atelier ou Tu vas nous présenter ton travail à partir donc, des photographies. Il y a un diaporama là qui va défiler. Donc vous allez arriver à voir comment les choses sont faites, peut-être en voyant plus précisément les dessins qui sont là. Et
Donc je vous propose de vous faire laisser défiler le diaporama et je vous lis quelques notes d'atelier qui sont un petit peu pendant que le dessin se fait. Bon, certaines choses montent en tête, arrivent en bouche, certains questionnements ou réflexions sur le travail. Donc voilà, je vous lis un peu ça en vous laissant défiler le diaporama. Un travail qui demande du temps, qui appelle le temps. Par le temps, je guette le moment où la forme apparaîtra. Ça ne marche pas toujours, mais parfois un tremblement peut surgir. Peut-être parce que ça n'arrive jamais au bout, et c'est comme c'est épuisant. Un tremblement peut surgir par la perte du temps. Une extrême présence dans le faire donne parfois l'absorption du temps, puis ce tremblement. À quel moment la forme se détache-t-elle du temps? Rechercher le squelette du temps, puis l'habiller de matière. La seule chose à questionner serait un rapport de vitesse. Le temps n'est plus qu'un point, un éclair. L'espace se rétrécit, les os et les organes s'annihilent. Nous allons devenir les dinosaures du doute et du mal de ventre, du détail et de la fabrication. Les hommes oublient leur spectre, la libération de la main, l'apparition du langage. Réminiscence, l'événement d'un pli, un repli du temps. Dans la durée du tracé, le geste porte en lui la présence des œuvres passées. Réminiscence, faire détail et garder au bord du regard l'ensemble du travail. Mais alors, qu'en est-il de quel présent? Le temps linéaire, le temps extérieur, est une convention, une vue détachée. Le temps est intérieur. Il est stratification avec couture, jointure, strates de différentes épaisseurs. Travail du dessin, travail d'aveugle, cheminement d'aveugle, attention extrême donnée à ce qui surgit, dans l'instant même du surgissement. Petit geste, le son d'une frappe obsessionnelle, puis une résonance. Répétition, ressassement, une sorte de bégaiement. Petit trait sur les bords cerne un vide. Empilement des lignes et vibrations. Dans la lenteur courent de petites sensations, de petites perceptions se soulèvent. J'égrène mon chapelet. Dessin aux paroles gorgées de silence. Un dessin est toujours ancré au précédent. C'est une couture, ce sont des points de couture. Entre deux points, entre un dessin et l'autre, un espace vide, un entre-deux, qui précise que la main et l'esprit sont directement reliés. L'idée est collée à la manipulation de la matière, au travail de la main. Une respiration, le travail de la main crée de la pensée et inversement. Dans cet espace, la réflexion et les mots travaillent. Une question devient prenante. Comment et d'où surgissent les choses? Le problème de la représentation se déplace alors, et on en vient à rechercher la source même du geste. Observer la naissance en soi de la forme devient alors sujet et objet. Le dessin se mord la queue. Lorsque j'arrive à dire ça tient, ce dessin est terminé, je ne le touche plus. Le ça tient n'est autre que le point où,
La forme dessinée est l'écho d'un mouvement qui se situerait dans un espace intérieur au corps. Il se passe là une sorte de reconnaissance, de réflexion. Cela reviendrait à dire « cette forme m'appartient ». Quelque chose de non délimité dans le temps, une forme qui n'aurait pas de bord, une matière qui se donne au vide. L'impression que le papier devient peau et chair. Le dessin va de plus en plus vers la lévitation, vers un espace traversé. La forme dessinée pourrait subitement devenir une matière à part entière, qui, dans son mouvement, elle semble ramper à la surface du papier, pourrait à tout moment glisser hors de lui et prendre appui dans l'espace environnant, sur l'air, tout simplement. Passer sa vie à essayer d'attraper de l'air. Voilà une bonne occupation. Ce qui peut rassembler l'écriture et le dessin serait la matière de l'air et l'idée de temps. Dans le dessin, le papier devient l'air qui porte la forme et dont la forme est constituée. Dans l'écriture, l'air peut se dire espace mental, le blanc entre les mots, les plis et replis que porte le sens. Le processus, dans l'un et l'autre, est simplement légèrement différent. Dans l'écriture, l'air est visible, le plus souvent dans un écoulement, la verticalité du texte. Dans le dessin, se donne à voir d'un seul coup d'œil, un immédiat. Avec les livres d'artistes, cette frontière vibre d'elle-même. Renversement du phénomène. L'écriture deviendrait une matière, le dessin, par la verticalité, par le travail de la main, un écoulement. Tous deux remuent du temps, travaillent l'espace et tissent l'air. À propos d'un travail qui s'appelle Quelque chose auprès, qui est là d'ailleurs. Sans se toucher, les éléments sont si proches les uns des autres, auprès. Ce dédoublement, cette suspension nous accompagne. La présence au sol, notre position irréversible. Le détail construit le tout. La forme apparaît, plutôt vibrante, seulement parce qu'elle surgit par le processus du détail. Le temps passé dans le microscopique permet au macroscopique de devenir visible. Sans ce processus, pas d'apparition possible d'une forme. Les formes ainsi devenues visibles, des petits squelettes du temps toujours, se posent, occupent, prennent l'espace. Le support, mais aussi l'espace environnant, deviennent la matière même de cette apparition. Un grand trait, ce serait poser un geste, alors celui de la peinture. Le dessin est peu gestuel. À propos des grands calques, à force d'empilement, la forme se fait, se défait, s'équilibre, se déséquilibre. Le travail s'efforce dans cet entre-deux, sans cesse remis en question. Rattraper la forme, en même temps la laisser se casser, la laisser basculer sans cesse. Le travail est-il terminé lorsque cet équilibre-déséquilibre se fige ? Dans la répétition, le travail lent du fer, laisse place à un apparaître intérieur. La forme intérieure n'est certainement pas une image, encore moins du langage ou une pensée structurée. Une sensation, la sensation d'une forme en train de surgir, une forme naissante, un état. La vision de l'espace intérieur apparaît par un va-et-vient mental, un va-et-vient du microscopique au macroscopique, même processus que le dessin devenant visible par le travail de la main. Un regard mental, tout comme l'œil voudrait discerner un regroupement d'étoiles.
Il ne doit pas chercher à voir la constellation pour qu'elle surgisse du fond de l'espace, mais doit adopter un regard dans le vague, sur l'ouvert, sur la totalité de l'espace, fixer son attention sur le tout, ne pas rechercher le détail, une vision dans le vague des étoiles. Et pour finir, un petit truc. Pour desserrer le temps, j'encercle, mais pas bien. Ça s'ouvre. Des séries jusqu'à percer l'espace, tout l'espace. D'un dessin à l'autre, envisager, dévisager. Ça travaille jusqu'au bout, s'épuise. Puis sur les bords, autre ouverture, alors des séries, jusqu'à percer l'espace. Le temps travaille le vide. Le silence, les mots qui doivent prendre corps. Flot déborde. Le son de la voix caresse, caresse, figé dans la matière, comme à l'intérieur du corps, l'écho. Tourne et s'enquiste, un temps dans la chair. Le langage retourne. L'intimité n'existe pas. Vertical, on coule vers l'autre. Jusqu'à fondre, on coule vers l'autre, comme ça. Le temps a deux faces. Elle, striée où je marche, porte mon squelette. Puis elle, la blanche, me déborde de part en part. Un peu de ça, un peu de moi plus une, à l'infini. Alors c'est ça, débordement alors de part en part. Si le temps plus le temps fait la somme de nos bouches, je voudrais déplier le corps de l'intérieur et, un jour plus un jour, sentir par où ça passe, vers où ça touche et qu'elle manque pour que. Maintenant un temps de lecture par de pas trop long, non? Tu as du temps. On est bien. On est bien. Il ne faut pas abuser. Mais... donc tu nous proposes la lecture de... Alors, je vais vous lire un poème qui a été écrit, puisqu'elle était là l'année dernière, enfin, qui a été publié par Annick Binet à l'Atelier des Grammes. Annick avait proposé à 12 poètes d'écrire chacun sur un mois de l'année. Et ça s'intitule Apport de temps. Et voilà, elle avait demandé, j'avais pu choisir mon mois, puisque j'avais été dans les premiers à qui elle avait demandé, et j'ai choisi le mois de novembre. Donc le texte s'intitule Novembre. Ici, je ne suis pas loin de chez moi. Novembre naît dans ces cortèges de morts. Il y a eu un jour de grande neige blanche qui a duré tout le temps que passe le jour. Un jour pour rien, sinon vieillir. Chaque année, c'est pareil en novembre. C'est un mois qui mord l'enfance et vous ramène à la maison, tout près de vos peurs. Un jour pour vieillir avant la nuit. Nous allons au cimetière, je connais toutes les tombes. Novembre est le mois des fatalités saintes et des plaintes mal amenées. J'arpente les allées qui délivrent des intérieurs. Chacun s'est tu en même temps que moi. Nous peuplons ce que nous pouvons, en poussant nos restes au bout de nos assiettes. À Hasbrook, tout est devenu mort, sauf le cimetière qui me reconnaît. Bonjour à vous, gai tombe fleurie, riant caveau de ma jeunesse. Salut à toi, vert gazeau de mon enfance, moisi, vert gazon du sol natal. Je suis désuet chaque année.
Il faut enjamber les morts pour prendre de l'âge, voir les feuilles qui tombent, la nuit, le froid, la pluie. C'est ainsi que l'on grandit, à travers les allées du cimetière. Novembre est en route, dans le désert vague de ma mélancolie. Je pense aux bières vides, au jukebox, aux frites du porc qui luisaient la nuit dans nos yeux. Je pense à Lamartine, à je ne sais quoi qu'on avait enterré dedans. Je me souviens de tout. Des morts, morts depuis 300 ans, de ceux qui pleurent d'être oubliés, de ceux qui tournaient autour des tables de bridge, et des morts qui mourront demain. Je me souviens de mes peurs, de la dilatation du vide, tout au long de cette nuit de novembre. Aucun visage ne s'efface et je dure, comme si je n'étais jamais seul. Le monde ne peut se défaire de ce qu'il est, comme de ce temps qui s'abat sale, temps sale mais qui devrait suffire. Certains soirs je plie des feuilles et puis je les déchire. Je n'attends rien de ce qui les prive. J'ai souvent marché sur des digues sans être au bord du monde. La simple peur du vertige suffit. En fermant les yeux, je ne sais plus où regarder. Ça ne change rien. Je l'ai dit, je me noie. Je me trouve mal. Avant, on avalait toutes les bières. On vidait le temps dans les nuits. Or, c'est comme si j'avais le monde à côté de moi, et dans le monde des allées du cimetière qui défilent à l'intérieur de mes yeux. Le monde des morts se ferme et meurt. Au dehors, j'ai 6 puis 7 ans. Sans compter les allées, j'avance en écoutant le silence des morts, morts dans ma tête et mon ventre. J'étais un enfant sage. Je venais au monde par obéissance. Rien ne change et ne disparaît, sinon ce temps qui nous défait. Jusqu'à l'an prochain, au retour du cimetière, on finit par se sentir bien chez soi, comme à l'abri du monde et des intempéries. On va près de la cheminée, on regarde avec le feu, le temps qui passe, dans les cortèges de novembre. Je ne sais plus ce que je regarde passer. Il y a trop de morts et trop de mêmes qui vous tiennent par la main. Vous recommencent chaque année et vous recroquevillent dans ce cimetière mental où chacun tente de se retrouver avec ces pluies qui attendent l'hiver, ces chutes et ces plafonds bas, ces vivants, ces morts qui vivent de foi, ces caves humides sous les escaliers branlants. C'est ainsi que je déambule à mon bureau. On parle toujours trop. Je ne peux m'empêcher. Sale temps depuis ce matin. Ça nous change du temps pourri d'hier et de ce qu'on traînait dans le jukebox de la mémoire. Frites, flips et chopes d'or, meurtrissure du monde, promenade de la Toussaint, et le chant de tout ce qui s'est tu, en m'expulsant de chez moi, sans me sortir de mon cimetière. Bon, alors je vous lis un tout petit peu, vraiment pas sur l'insistance de Martine, parce que du début des pieds, qui est... voilà, je l'ai dit à Yves, qui en a lu à midi au jardin. Ah, je vais lire le début, plutôt. Donc, il y a 3 poèmes, et je vous lis le début du 2e poème, qui s'intitule « Un peu plus au bord ». Et nous croyons que c'est un effondrement sur la route, alors qu'il ne s'agit que de notre propre effondrement à venir. Nous voyons cet effondrement du monde comme s'il était séparé de nous, alors qu'il ne s'agit que de notre propre effondrement. Nous sommes séparés du monde. Peut-être est-ce quelque chose du monde qui ne vient jamais jusqu'à nous et nous laisse, désemparés et meurtris, d'être un peu plus au bord. Nous n'avons pas de solution. Nous ne pouvons que mourir d'être là et prendre dans cette disparition l'élan de monter jusqu'à nous. Je regarde les effondrements, je crois que je suis seul à les voir. Ainsi allons-nous chacun à son bord, nous n'allons pas plus loin. Ce doit être une question de vertige. Nous ne pouvons réduire la durée que dure notre vie. Quels que soient les élastiques que je me mets dans les yeux, je ne réduis pas le temps.
je ne me réduis pas. Il n'y a rien à résoudre. Je regarde l'espace qui n'est plus le même. Je crois bien que c'est ça. Je regarde l'espace. Ce n'est plus pareil. J'ai beau mettre des élastiques dans mes élastiques. Je regarde l'espace. Je ne suis quand même pas sûr d'en être certain. C'est comme s'il fallait arrêter de vivre. Au bout d'un moment, on serait fatigué de tenir sans rien. Dans je ne sais plus quel Tintin, le capitaine Haddock joue avec un élastique. Il nous ramène à la vie. Avant, je savais tout ça. J'ai envie d'une bière. Voilà de la poésie prise au vif. 58% des Français se plaignent de la poésie contemporaine. Leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils pensaient que ce serait autre chose, ils ont déjà tant de mal, c'est inutile d'en rajouter, ils croient qu'on le fait exprès. Ils ont les pieds fidèles. Eux aussi iront à leur lésion. Nous masquons si bien le vivant. Tout cela semble défait. J'aime ce qui n'a l'air de rien et se donne d'évidence. On ne demande rien à personne. On est là comme dans une vie toute simple, simplement défaite de cette façon de pas grand-chose qui fait qu'on essaye de faire se tenir ensemble ce qui ne va pas d'évidence. Je regarde la télé, la fenêtre est ouverte, on entend les oiseaux, on n'entend plus la télé. La nature vous tue le monde. Un exemple parmi d'autres. Il me dit, j'ai des hémorroïdes. Ça me gonfle, ça passe mal. Il reste de toute façon tout le reste de ma vie. Moi, je pense qu'il reste tout le reste de ma vie. Nous étions au jardin du Luxembourg et il me dit, j'ai des hémorroïdes. Je ne pouvais pas le prévoir. Je ne sais s'il pourra l'écrire. Car il faudrait s'atteindre soi-même dans ce qu'il y a de plus apparent. Il faisait beau, nous étions bien, il me dit, j'ai des hémorroïdes. Ça n'empêche qu'il reste tout le reste de la vie. Trop de corps vous tuent. Nous sommes une maladie moderne. C'est tellement difficile de se porter sur un seul objet. On passe à autre chose. On ne sait pas très bien où on en est, ni où ça va. Ça n'empêche pas de suivre les dérapages où on se sentirait bien, d'être un peu en vertige. Nous ne sommes que nous-mêmes. Merci. Merci, je voulais remercier aussi, parce que je voulais le faire au début de ma lecture, mais je voulais remercier toutes les personnes de la médiathèque qui nous accueillent et toutes les personnes qui nous ont accueillis aujourd'hui, que ce soit ce matin au jardin, les jardiniers, et puis les personnes qui ont initié ce projet, et puis toutes les personnes qui nous ont accueillis à la médiathèque et qui ont permis ce moment très 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 agréable dans ce lieu majestueux. Très agréable. Alors, comme nous avons une très bonne maîtrise du temps ce soir, pas mal. Oui, pas mal. Ouais. On est arrivé à peu Il près. reste 5 Daniel, minutes. Daniel, es-tu contente de nous? Voilà, Daniel a disparu. Elle est là-bas tout en haut. Il est moins Ah, 5 très bien. de 9. Il est 9h moins 5. Donc, on est vraiment là, enfin, vous êtes vraiment là, tous les trois, pour éventuellement répondre à des questions et puis échanger, peut-être échanger pour des livres, enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Une question. J'ai pas entendu ce que vous avez dit sur les écrivains qui font du copier-coller. J'ai pas compris. Ah, c'est parce que non, pour les livres d'artistes, hein. pas pour. Parce que imaginez, par exemple, un éditeur demande à Ludovic, voilà, donne-moi un texte pour un livre.
Ben, c'est simple, regardez, il va prendre là-dedans, et il va retirer un passage, et il va donner ça à l'éditeur, et puis c'est tout. D'accord, sans penser au livre après. Non, sans penser que ça peut être plus une autre relation, voilà. D'accord. Donc un copier-coller pour moi c'était ça, voilà. Il ponctionne dans quelque chose qu'il a déjà fait, il donne ça à l'éditeur et puis voilà, c'est... Donc ce que vous voulez, c'est que le livre d'artiste soit vraiment un travail de création. Ben, un travail à 2 ou à 3 avec l'éditeur, oui, c'est ça qui le fait avoir de la valeur, enfin pas de la valeur financière, une valeur humaine, quoi. Une rencontre. Non, mais je te le dis. Elle est... Voilà, vous pouvez. Il y a les poser micros votre aussi, question. hein. Voilà, oui. J'essaie de maîtriser moi aussi. Donc, en fait, moi, bon, merci d'abord pour ces lectures, pour ce bonheur de votre partage, etc. Et puis, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cette interrogation justement sur comment est-ce qu'on appelle ça. Alors, est-ce que c'est un livre-livre, hein, j'en ai rien. Est-ce que c'est donc un livre singulier? Est-ce que c'est vrai, on dit un livre d'artiste, on dit un livre-objet. C'est vrai que c'est un livre comme un autre, de toute façon. Hein, mais il y a quand même quelque chose en plus. Quoi. Il y a en fait toute l'histoire de la matière. Parce que même ce qui se passe justement entre ces silences, ces correspondances, ces soutissages, entre une parole et l'autre, dans le fond, c'est vrai que c'est quand même autre chose. Alors, est-ce que c'est un livre multiplié par 2 ou est-ce que c'est un livre-livre? C'est une question sans réponse. Ben, disons, c'est des livres qui ont une présence, moi je parlerai de présence particulière, un poids particulier dans la présence, en fait. Il y a un plus, c'est sûr, parce que il y a une parole qui est double. Ouais. Donc, ne serait-ce que ça. Et c'est vrai que ça m'a intéressé, ce fait de redoubler les mots. Il y a un redoublement, il y a plus que ça même. Dans le redoublement du mot, c'est l'idée principale et essentielle de creuser le livre. Quelque chose qu'on croit connaître et qui nous apporte, où on croit se reconnaître, et finalement on est plus tenté par la partie. Au final, on est plus attiré, quand on se met à travailler sur un livre, par la part d'inconnu que par ce qu'on connaît déjà. Et donc c'est cette idée de le livre qui se crée sans arrêt, d'où la répétition du mot. Et quelque chose qui se tient dans ses limites, mais qui a des possibilités de tension, de mobilité infinie. Et ça m'intéresse beaucoup. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses que je dis encore dans l'essai. Pour moi, le livre ne peut pas s'abstraire de la présence de l'écrivain. Et en ce qui me concerne, de plus en plus, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie, parce qu'il y a une notion de plaisir, dont parlait Magali tout à l'heure, et j'ai envie de la compagnie des artistes. Et alors le livre, c'est un lieu, et c'est du temps aussi. Et pour vivre le livre autrement. Et quand on a la possibilité de traverser le livre comme ça, avec soit c'est un artiste que chacun, on travaille avec des artistes que l'on connaît, on a fait plusieurs livres, Ludovic avec Magali, Latine, moi dans mon cas, avec Hans Lassig, j'en ai fait plusieurs, je vais refaire un second avec Christian Jacquard, mais finalement on part chaque fois à zéro, j'allais dire. Il y a le livre et il faut faire avec. Et il y a des expressions qu'a dites à plusieurs reprises Magali. Il y a la matière
il y a le faire. Et ces livres-là dont on parle, que moi j'appelle livre-livre, le livre, c'est une occasion justement de se remettre dans la matière, de se remettre dans le faire, et voilà, de voir le livre autrement. Quand j'ai vu en 95 le livre Pierrot, Vallée de la Mort de Gérard Massé et Jean-Claude Robout, franchement, j'en suis pas d'une certaine façon revenu. Quand on voit un livre comme ça pour la première fois, Édité par Michel Nitaba. Parce que Michel Nitaba, l'éditeur, a sa part aussi importante de création. Ou quand vous discutez aussi, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai cité les typographes, quand vous prenez François Darros, qui est un typographe du livre, vraiment très très intéressant, je me souviens d'une discussion où j'étais à la bibliothèque départementale où je travaille, c'était 7h du soir, jusqu'à 9h, je suis resté au téléphone avec François Darros, et il me racontait les rencontres qu'il avait eues, Paul Celan, qui venait à l'atelier pour voir comment se faisait la composition du livre. Bon, là on parle de Paul Celan, de François Darros. Ça pour dire qu'un livre, c'est vraiment une compagnie de l'écrivain, de l'artiste, du typographe, de l'éditeur, et c'est la chance de donner une autre, encore un mot cité par Magali, de donner une autre présence au livre. De faire qu'un livre soit plus présent. Parce qu'il y a des livres, j'en vois passer depuis 28 ans, j'en vois passer des tonnes de livres. Chaque mois, il en sort 62 ou 63 000, chaque année, pardon. Il y a 32 000 ou 33 000 nouveautés. Franchement, tous les livres, accordons-leur encore ce mot, mais on n'a peut-être pas le même, en tout cas en ce qui me concerne, je ne porte pas le même regard sur ces livres-là que je vois aujourd'hui, ou sur des livres que je trouve dans des pointes de vente du livre, quels que soient ces points de vente. Mais des fois, on a des surprises aussi, il ne faut pas tout figer. Quand vous prenez les petits livres des éditions Alia, par exemple, ce sont des livres qui sont extrêmement bien faits, qu'on trouve dans pas mal de points de vente des livres, et qui ont encore cette envie de donner une chance à ce qui peut se passer dans les livres. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse. Vous n'avez plus de questions? Je voulais juste vous demander le moyen technique, avec quel outil vous faites les... Avec un scalpel. Carrément. Les ajours, ça se font avec un cutter, hein, c'est possible aussi, mais le scalpel, il y a une lame qui se change très pointue, et après c'est de l'enduit et la pointe d'argent, ces deux-là. Le papier est posé sur du bois sur quoi vous posez Comment le papier sur une table Oui, je travaille à plat, donc alors c'est vrai que pour moi la posture du dessin, c'est la même que la posture de l'écrit, en fait. La présence à la feuille, je pense que c'est la même chose, quoi, parce que ça passe directement de la tête dans la main. Le dessin, c'est pas gestuel du tout. Donc, il y a vraiment une présence comme ça qui a à voir avec l'écriture aussi pour moi. Ouais. Voilà. On y va. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Dans mon merci. Moi, c'était la première, parce que je voulais remercier effectivement, mais tu vois,